OK, on reprend l'enregistrement. Donc, comme je l'ai dit, même demain, si vous parvenez à créer un truc ou digitaliser une partie de votre travail ou un process avec un SGBD derrière, ça marche. Ne pensez pas qu'il sera aussi facile de convaincre les autres. Si vous travaillez dans une entreprise où vous êtes étudiant, vous construisez un système ou autre, pour convaincre quelqu'un à l'idée de faire le système de gestion de base de données, il faut lui donner des arguments vraiment solides. Donc, c'est ça l'importance de ces genres d'exercices. Donc, on va corriger maintenant le TDE. Et c'est interactif, tout le monde doit obligatoirement parler. Hein. Là, on travaille ensemble, mais comme dans une salle de classe, il faut que tout le monde maîtrise. OK, oui, bon. Poirot. Mais tu as pu télécharger le TD. Si tu as téléchargé le TD, de toute façon, on le fait ensemble. Donc, exemple 1, on a demandé donner 5 raisons qui peuvent pousser une entreprise à quitter le système de gestion des fichiers pour migrer vers un système avec une base de données centralisée. Donc, j'interroge Cher. Cher, vas-y, tu as tout le temps. Les 5 raisons qui peuvent pousser une entreprise à quitter le système de gestion des fichiers vers les bases de données sont: il y a une difficulté de gestion, il y a la lourdeur d'accès, il y a l'incohérence des données, il y a moins de sécurité, et là maintenant, c'est aussi difficile. Les autres, c'est bon, vous avez entendu? Allô? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il m'entend, hein? Oui, monsieur, on vous entend. Donc, Cher, écris sur le chat tes réponses. Donc, comme il a dit, bon, effectivement, il a raison. 5 raisons. Bon, donc, nous disons déjà bonjour à Koti qui vient de nous rejoindre. Donc, donnez-moi une minute, j'essaie de voir. Koti, est-ce que tu as suivi les cours 1 et 2 qu'on a déroulés vendredi et samedi? Jeudi et vendredi passé. Oui, bonjour à tous. Bonjour, oui. Oui, j'ai pu suivre les deux premiers cours. Mais bon, le premier cours, je ne l'ai pas suivi en entier quand même. Sinon, j'étais au milieu de la réunion et hier, j'ai pu suivre quand même l'entièreté de la formation. OK, c'est parfait donc. Maintenant, on est en train de traiter le TD. On vous a ajouté au Drive. Est-ce que vous avez téléchargé le TD? Non, je n'ai pas encore accès au fichier, donc je ne l'ai pas en PDF. Donc, attends, je te montre rapidement. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre compte Gmail? Oui, je peux. Oui, ouvre-le. Si vous l'ouvrez, normalement, vous devez recevoir un mail qui vous dit qu'on vous a donné l'autorisation à ce dossier. Vous voyez? Exactement. Si vous avez bien donné l'autorisation, oui. C'est bon? Et c'est bon. Et quand vous entrez ici, donc, c'est tous les supports de formation qui sont là. C'est accessible à vous tous. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez dans l'avenir, mais seulement, vous n'êtes pas autorisé à le distribuer parce que c'est notre propriété intellectuelle. Maintenant, les cours sont là, les supports de cours. Après, vous pourriez le télécharger. Mais vous pouvez ouvrir le TD, le dossier TD, et vous téléchargez le TD TP1. C'est ça qu'on est en train de faire. OK, d'accord. Je suis là-dessus. Oui, donc, vu que vous avez suivi les cours d'hier et d'avant-hier, normalement, ça va, quoi. De toute façon, on va tout reprendre après, vous allez voir. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui aussi, on l'a enregistré. Après, on va vous le donner aussi. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est enregistré, vous l'aurez. Mais normalement, vous ne devez pas avoir trop de problème avec les TD. Maintenant, on était dans les réponses. Maintenant, première réponse, oui, on a interrogé Chef pour corriger ça. Vous voyez mon écran, j'espère. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez convaincre une entité, une entreprise, un responsable, un groupement qui travaille déjà avec des registres papier ou des fichiers Excel ou des applications locales,
le convaincre à migrer vers un système de base de données centralisé. Il a donné comme réponse, où est-ce que tu as écrit les réponses, cher? Il fallait, ah, ok. Comme 5 réponses, il a dit difficulté de gestion, lourdeur d'accès, incohérence des données, moyens de sécurité, maintenant difficile. Oui. En raison, je dirais, en partie, je dirais oui, mais il faut argumenter. Quand on utilise les systèmes de gestion des fichiers, il y a un problème lié à la difficulté de gestion. Je suis d'accord. Mais si tu t'arrêtes là, le gars peut ne pas comprendre. Imaginez une entreprise, le directeur des ressources humaines, chacun travaille dans des fichiers Excel et Word et des dossiers papier pour gérer les congés, tout ça. Vous lui dites qu'il faut aller, que votre système de travail actuel, il y a une difficulté de gestion. Il ne comprend pas. Mais ce qu'on a dit par difficulté de gestion, c'est quoi? Aujourd'hui, si le département des ressources humaines travaille avec ses fichiers Excel ou ses fiches papier, la direction finance, même chose. Demain, s'ils veulent interagir, il faut que chacun copie les données ou prépare un fichier qu'il donne à l'autre. Et ça alourdit longuement les procédures au niveau de notre administration. Alors que s'il y avait une base de données centralisée qu'il partage, chacun mettrait les données qui le concernent dans sa partie, mais si l'autre veut les données, vous lui donnez juste un lien ou une requête. Donc, vous voyez, donc il y a un lourdeur d'accès, il y a une difficulté de gestion. L'autre chose, quand un système tombe en panne, ou si la machine qui contient les fichiers est volée, on perd les données. Donc, on est obligé de développer une stratégie de sécurité pour chaque travailleur qui a des données dans sa machine. Alors que si les données sont centralisées dans une base, on fait une seule gestion. Donc, on peut comprendre par ça la difficulté de gestion. Donc, il a donné sa réponse sur le chat. Quand on dit lourdeur d'accès, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, vraiment, pour accéder aux données, il faut que la personne prenne du temps, il prépare les données que tu veux, sur le format que tu veux avant qu'il te le donne. Il y a des risques d'incohérence. Parce que si la même personne est enregistrée plusieurs fois dans chaque département, peut-être que les gens vont se tromper sur la manière de saisir ces informations. Alors que s'il y a une base de données centralisée, on le saisit une seule fois. Effectivement, il y a moins de sécurité si on travaille avec les fichiers. Je m'explique. Aujourd'hui, si dans une quincaillerie, le gars qui gère la quincaillerie, qui gère la boulangerie, qui gère son business, il fait tout dans sa machine, dans un fichier Excel, ou bien le statisticien de l'enquête, ou l'économiste, ou bien l'ingénieur génie civil. Si j'ai toutes les données du projet sur sa machine, si on vole sa machine, c'est le désastre. Bon, il peut me dire que je peux faire des copies sur ma clé USB, sur mon disque dur, d'accord. Mais là aussi, si quelqu'un parvient à entrer dans ta machine pour voler le disque, il a accès aux données. Même si tu peux mettre un mot de passe ou autre. Alors que si c'est les bases de données, tu mets un code d'accès et les données sont centralisées. Autre chose, aujourd'hui, celui qui parvient à mettre un code dans un fichier Excel, c'est bon. Mais celui qui vole ce code, dès qu'il entre, il peut tout faire. Il peut même altérer les données. Même si peu de gens mettent des mots de passe. Et l'autre chose, alors que si on utilise les bases de données, tu peux créer des profils. C'est-à-dire certaines personnes, tu peux échanger des données avec eux, mais ils n'ont aucune possibilité de modifier les données. Ils ne font que lire une partie des données. D'autres, ils peuvent modifier. Donc, là, la sécurité est augmentée. L'autre chose, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on vole ta machine, si tu n'avais pas fait de sauvegarde, toutes les données du projet sont perdues. Et souvent même, tu peux faire une sauvegarde sur un disque ou sur une clé, on vole ton sac. Donc, tout part ensemble. Alors que si c'est une base de données avec le système de sauvegarde automatique, même si la base de données tombe en panne ou est piratée, on a toujours une copie automatisée quelque part. Donc, la sécurité est augmentée. La maintenance est difficile aussi si on travaille avec les fichiers parce qu'il faut maintenir chaque système à part. Donc, merci, cher. On passe à la question 2 maintenant. Comment on définit une base de données dans le pool? Un volontaire? Un volontaire? Comment on a défini une base de données? Oui. Une base de données, c'est une entité dans laquelle il est possible de stocker les données de façon structurée et avec le moins de redondance possible. Exactement. La définition d'une base de données, il est obligatoire de parler de structuré. Quand tu dis que c'est un gros ensemble de données, tout ça, ce n'est pas encore une base de données. Il faut que les données soient structurées. C'est ce qu'on va voir après. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de redondance. On n'a plus besoin de répéter les données partout, mais juste on fait déplacer des identifiants. C'est ce qu'on va voir dans les 2 chapitres qui vont venir. Qu'est-ce qu'un SGBD? Quelle est la définition d'un SGBD?
Kumba, vas-y. Comment on a défini un SGBD? Soit tu actives ton micro, colle le texte sur le chat. SGBD, qu'est-ce que ça signifie? Comment on l'a défini? Bonjour. Un SGBD est un système de base de données. Est un système de gestion de base de données. OK, on l'a défini comme système, c'est un système de gestion de base de données. Ce n'est rien d'autre qu'un logiciel qui permet de gérer les bases de données. Donc, c'est à travers ce logiciel qu'on va manipuler, on va créer les bases, on va modifier les bases, on va écrire les requêtes, on va insérer tout ça. C'est ça le SGBD. Donne 3 exemples de SGBD. On a l'Access. Access. C'est le logiciel qui s'appelle Access, OK. Le MySQL. On a MySQL aussi, qui est un système de gestion de base de données. Quel autre SGBD? Et le SQL Server. SQL Server. Donc, tout ça, on le verra. Il y a aussi SQLite, il y a Oracle. Bon, il y a beaucoup d'autres. OK, merci. Donner 3 modèles de base de données. Maintenant, avec le temps, les bases de données ont évolué. C'est-à-dire, comment on gère les données au niveau de la base de données. On a vu plusieurs modèles. Maintenant, un volontaire pour nous donner 3 modèles. Bachili. Là, je vais interroger directement pour gagner du temps. Bachili. 3 modèles de base de données qu'on a vu sur le cours. Bachili n'est pas là. Awa. C'est sur le cours, hein? Donner 3 modèles de base de données. Awa. C'est là. Bon, donc la correction, c'est ça. Il y a le modèle hiérarchique, où les données sont gérées comme ça. Il y a le modèle réseau, qui est né vers les années 70, où les données sont gérées comme ça, avec des nœuds. Il y a le modèle relationnel, qui est le plus célèbre. Et d'ailleurs, tout le reste du cours sera basé sur le modèle relationnel. 3 modèles de base de données, il faut les retenir. On a plusieurs modèles de base de données. On est au 4 ici. Modèle relationnel, où les données sont présentées comme ça. Il y a le modèle orienté objet, où les données sont présentées comme ça. Il y a le modèle multidimensionnel, où les données sont présentées comme ça. Il y a le modèle semi-structuré, où les données sont présentées comme ça. Et il y a le modèle non SQL, ce qu'on appelle non SQL. Donc, voici plusieurs modèles de base de données. Modèle semi-structuré, vous pouvez noter. Modèle semi-structuré. Dans une base de données semi-structurée, les données sont représentées sous forme d'arbre XML, comme ça. Il y a le modèle multidimensionnel, où les données sont représentées sous forme de cube. La base de données est composée de cubes. Il y a le modèle objet, où la base de données est composée d'objets. Il n'y a pas de table, mais c'est des objets. Il y a le modèle relationnel, où les données sont composées de tables. Donc ça, il faut le retenir aussi. Pour qu'on puisse parler de table, il faut qu'on soit dans les bases de données relationnelles, c'est-à-dire le modèle relationnel. Il y a le modèle réseau qui est là, il y a le modèle hiérarchique. Donc, c'était ça la réponse. Modèle hiérarchique, modèle réseau, modèle relationnel, modèle multidimensionnel, modèle semi-structuré et modèle non SQL. Maintenant, que signifie Meris et UML, à quoi ils servent? Bon, c'est vrai que là, on n'a pas trop abordé, mais comprenez que pour modéliser une base de données, maintenant, pour un projet, il y a plusieurs approches de modélisation. Donc, plusieurs plusieurs manières de représenter ça. Mais nous, on a utilisé celle qui est Meris. Donc, Meris, c'est un système de modélisation, de représentation de notre système d'information. Donc, on peut représenter le système d'information, le schématiser en utilisant le modèle Meris. C'est le modèle français. Il y a aussi le modèle UML. Donc, ils servent à représenter, à schématiser, à modéliser les systèmes d'information et ou les bases de données. Mais ce n'est pas des langages de programmation, ce n'est pas des technologies, ce n'est pas des outils, mais c'est des outils de conception, des outils d'analyse et de conception. Donc, c'est des outils d'analyse et de conception des systèmes d'information. C'est bon? Le 5. Le 6, bon, algèbre relationnelle, on le verra, c'est un ensemble d'opérations algébriques appliquées au niveau des bases de données. C'est de l'algèbre pour les bases de données. Bon, ça, on y reviendra le 7, on ne l'a pas encore vu. Maintenant, le 8, citer les caractéristiques d'un SGBD. Un volontaire, on l'a vu sur le cours.
Pourquoi Excel n'est pas un SGBD? Parce qu'il manque de certaines caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques? On l'a vu, on l'a répété, on l'a répété. C'est important de le comprendre. Un volontaire toujours. So, il faut essayer, hein? Il faut essayer. C'est ça qui permet de maîtriser la théorie. Quelles sont les caractéristiques, les propriétés fondamentales d'un SGBD? On l'a vu ici, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, que permet le SGBD? Bonjour. Oui. Bon, je n'ai pas trop compris, mais je pense qu'il y a la sécurité, il y a aussi l'automatisme, le fait aussi de pouvoir interroger et de stocker. Il y a la fonction sauvegarde et autres. OK, exactement. C'est ce qu'on a vu ici. Vous voyez, il y a... Voilà. Donc, vous pouvez prendre note. Heureusement, il faut un langage de définition des données. Heureusement, OK. Caractéristiques des SGBD. Il faut un langage de définition des données. Donc, c'est ce qu'on appelle DDL. Data Definition Languages. Langage de définition des données. 2, il faut un langage de manipulation des données. LDML. 2. Langage de manipulation des données. 2. 3, il faut un langage de contrôle des données. Un SGBD, dès que tu crées un champ, les données sont contrôlées. Tu n'as pas besoin de mettre des verrouillages, des filtres, tout ça, comme dans Excel. Non, mais c'est le système qui le gère. Il suffit de dire que mon champ-là, il est de type entier, tu peux dormir. Parce qu'il y a un langage de contrôle des données. Donc, 1, il faut un langage de définition des données. 2, il faut un langage de manipulation des données. 3, il faut un langage de contrôle des données. Ce que Excel n'a pas. C'est toi qui définis manuellement les contrôles. Alors qu'un SGBD, c'est natif. 4, l'aspect partage. Un SGBD, il faut la fonctionnalité de partage. Sinon, ce n'est pas un SGBD. Avec, bien entendu, les transactions, tout ça. C'est pourquoi Excel ne peut pas être considéré comme un SGBD. 6, les notions de sécurité et d'index. Et ensuite, indépendance physique, logique et indépendance physique, logique et applicative. Donc, on peut dire que ces caractéristiques-là, voici ce qui caractérise un SGBD. Langage de définition des données, langage de manipulation des données, langage de contrôle des données, partage, sécurité et séparation, concept et physique. OK? Maintenant, 9. Quelle est la différence entre SQL et MySQL? Ça, c'est important de le comprendre. Bon, là, je peux répondre. Oui, allez-y. Bon, je pense que SQL, c'est un langage informatique, alors que MySQL, c'est un système de gestion de base de données. Effectivement, excellent. C'est un logiciel. MySQL, c'est un logiciel, c'est un SGBD, comme Oracle, comme SQL Server, comme Access. Alors que SQL, c'est un langage de requête. Ce n'est pas un langage de programmation, comme PHP, Java, tout ça, mais c'est un peu différent. Là, c'est un langage de requête. On le verra. C'est le chapitre 4. On fera un chapitre 4. OK? Maintenant, rappelez la séparation des modèles physiques logiques vus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sous-entend par l'architecture 3 tiers? Ici. C'est un peu comme ce schéma-là. Ça aussi, c'est un fondement des bases de données. Si on parle de bases de données, vraiment, c'est parce qu'il y a ça. Qu'est-ce qu'on sous-entend par ça? Un volontaire, ou bien j'interroge, ou bien vous donner un exemple. C'est-à-dire, la représentation physique est séparée de la représentation logique et elle est séparée des vues. Contrairement à Excel, où dès qu'on supprime des colonnes, si vous faites un bon truc Excel avec des formules là, vous voyez que si vous supprimez des colonnes, les problèmes surviennent parce que vous allez voir des dièses, tel. Ça veut dire que le tout est lié. C'est parce que là-bas, la partie physique, la partie logique et la partie vue sont reliées. C'est un seul. Alors que là, c'est séparé. C'est-à-dire une base de données implémentée au plan physique, on peut modifier les applications qui utilisent cette base sans aucun problème, comme on peut modifier complètement l'architecture de la base sans impacter la partie logique ou la partie vue. C'est juste ça, l'article 3. Donc, c'est une séparation de la partie modélisation, de la partie physique et de la partie applicative. OK? Maintenant, on passe à l'exemple 2. Là, maintenant, c'est les QCM, ça peut aller vite. Là, je vais interroger par ordre alphabétique. Donc, question 1.
il faut dire quelle est la bonne réponse. Batili. Je vais prendre ordre alphabétique et je descends. Batili. Oui, dans la phase de conception d'une base, on définit la structure du réseau. Hein? La question D, la réponse D. Non, ce n'est pas le D. Hein? C'est pas le D. Pourtant, on l'a dit plusieurs fois dans le cours. C'est-à-dire, si on veut créer une base de données, oui. Comment on s'y prend? Bon, c'est vrai que c'est ce qu'on verra dans la suite aussi. On l'a un peu brossé hier. C'est ce qu'on a détaillé dans le cours 2, mais c'est ce qu'on appelle les règles de gestion. C'est le C. De gestion, d'accord. OK. C'est-à-dire, quand on veut créer une base de données, on définit les règles. Un étudiant est inscrit à un et un seul cours. Un prof peut dispenser plusieurs cours. Ainsi de suite. Une facture concerne un et un seul client. Un client peut passer plusieurs factures d'étudiants. Ce sont ces phrases-là qu'on appelle règles de gestion. C'est bon? C'est ce qu'on va voir tout de suite aussi. Donc, dans la phase de conception d'une base de données, on recense les règles de gestion. C'est la réponse C. Vous pouvez prendre note parce que vous avez les supports. Après, vous allez noter les qui. Et comme je l'avais dit la dernière fois, donc demain, ceux qui veulent aller vers des certifications internationales en base de données, c'est des questions comme ça qu'on vous pose. Donc, dans la phase de conception d'une base de données, c'est le C. OK, on continue. On peut continuer. Vous pouvez continuer pour le D. Dans un modèle conceptuel de données, dans le MCD, quelle est l'affirmation fausse? OK. Dans un modèle conceptuel de données, trouver l'affirmation fausse. Alors, une propriété peut se retrouver dans plusieurs endroits du modèle. On peut faire par élimination. On sait que le A, bon, c'est vrai que ça, c'est le chef de pas sûr, mais puisqu'on l'a déjà dit hier, le A, on sait que c'est vrai. Le A, c'est vrai, parce qu'on peut avoir 4 entités et une association qui les relie. Le A, c'est vrai. Le B, c'est vrai. OK, continue. Le C. Une ou plusieurs propriétés permettent d'identifier de manière unique un objet. Le C, c'est vrai aussi, comme on l'a vu hier. Oui, okay. Oui, entre les entités. Oui. Le D aussi, c'est vrai, parce que c'est la définition même. La dimension d'une relation, c'est le nombre d'objets qui entrent dans la liaison. Donc, on voit que l'affirmation fausse, c'est bien le A. Effectivement, quand tu modélises un schéma conceptuel, une propriété doit être unique, et unique même. Maintenant, bon, ça, on y reviendra dans le cours après. C'est-à-dire, deux entités peuvent avoir le champ nom, mais ils sont différentes. Parce que le nom de l'entité, c'est le nom de la propriété, c'est le nom de l'entité, point le nom de la propriété. Donc, élève.nom est différent de prof.nom. C'est juste ce qu'on veut dire. OK? Maintenant, question 3. Durant le cours, on est largement revenu ici. Quand est-ce que les bases de données sont apparues? Un volontaire, est-ce que c'est le A, le B, le C? Un volontaire? Bon, attends, je vais interroger Poirot. Oui, c'est le B. Le B. Non, c'est le A, du moins. Oui, c'est le A. Le A. Parce qu'il y a eu d'abord le système de gestion de fichiers. Après le système de gestion de fichiers, oui. Oui, après le système de gestion de fichiers, OK? Bon, ça, on y reviendra. Pour faire une requête dans une base de données, de quoi on a besoin? C'est la réponse A, mais c'est les cours qui vont venir. C'est là où les tables qu'on va utiliser et les champs dont on a besoin. Maintenant, dans une base de données, à quoi correspond ça aussi, on y reviendra. C'est l'ensemble des caractéristiques d'un élément d'une table. Ça, on y reviendra. Dans une base de données, c'est quoi une clé primaire? Ça, on l'a abordé hier. Un volontaire pour le 6. Le 6. Un volontaire? Cher, vas-y. Parce que la réponse est le B. Dans une base de données, une clé primaire sert à identifier les informations pour pouvoir les retrouver. Bon, je pense que c'est le B. Oui. C'est le B. OK. Identifier les informations pour pouvoir les retrouver. Effectivement. Parce qu'une base de données ne sert pas à enregistrer une base. Ça, on va le faire en TP. Ça, le C, c'est faux.
Le D, c'est faux, donc c'est bien le B. Bon, le langage SQL, ça, on le verra. C'est le C. Ici, c'est le C. Le 7, vous pouvez noter que c'est le C. On reviendra. Une clé primaire, c'est quoi? Comme on l'a vu hier, c'est un champ qui n'accepte pas de doublon et qui permet d'identifier de façon unique un enregistrement dans une table. Ça aussi, on y reviendra. Donc, c'est bien le A. Le 8, notez que c'est le A. Bon. Là aussi, bon, c'est des choses qu'on a déjà répondu. 3 modèles de base de données. OK. Maintenant, exo 3, question 3. Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses? OK. OK, un volontaire pour le 3A. Dans une application, il faut obligatoirement une base de données. Dans une application informatique, il faut obligatoirement une base de données. Ça, c'est une bonne question. Oui. Je vais voir si vous avez compris. Un volontaire. Oui, je pense que c'est vrai. Hein? Attention, c'est faux. Hein? Ah bon? La réponse est fausse. Attention, on peut bien avoir une très bonne application informatique qui active des fichiers. Sans base de données? Oui, sans base de données. Il y en a plusieurs même. Hein? Ah bon? Ah oui, seulement, ce n'est pas recommandé. Mais ça existe. Dans beaucoup d'entreprises au Sénégal même, tu vois de très jolies applications qui fonctionnent à merveille, mais seulement, ils lisent des fichiers. Après, la gestion est très lourde. Il y a des risques de doublons, ainsi de suite, mais ça, c'est bien possible. Ça existe même. OK, OK. Donc, le A, c'est faux. Le B, continue avec le B. Une application peut concerner plusieurs bases de données en même temps. Le B, c'est vrai. Hein? Une application peut concerner plusieurs bases de données en même temps? Oui, c'est Oui, vrai. c'est possible, oui. Oui, c'est oui, effectivement. C'est-à-dire, ce qu'on vous expliquer, il n'est pas dit qu'une plateforme ou une application doit juste attaquer une seule base. Non, il peut attaquer plusieurs bases de données en même temps. Oui. Ça, on le fera en TP aussi. Faire une requête qui touche en même temps plusieurs bases de données. Tu peux avoir une base de données des clients ici et une base de données des factures. Alors que tu as une requête qui touche les deux. Donc là, tu attaques les deux bases de données dans ta requête et ça marche. Donc le B, c'est vrai. OK, maintenant, 3, c'est plusieurs applications peuvent lire et écrire sur la même base de données. Là, aujourd'hui, je l'ai répété plusieurs fois. On va interroger Coty. Coty, vas-y. Oui, non, Oui. je pense que c'est vrai ou c'est faux? On a conçu une base de données. Est-ce qu'on peut faire plusieurs applications? Une application mobile, une application web, une autre application desktop qui lisent tous et écrivent sur exactement la même base de données. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, je pense, je crois. Oui, bien sûr, c'est possible. On l'a répété plusieurs fois aujourd'hui. Et c'est ça. Regardez ici. Pourtant, on a une seule base de données, mais on peut créer plusieurs vues ou applications qui lisent tous la même base de données. J'ai donné l'exemple ce matin aussi. Vous voyez, on peut avoir une application web, des applications mobiles et des applications desktop qui lisent tous la même base de données. Donc là, vraiment, c'est un truc de comprendre. Maintenant, un volontaire pour le D, là, je vais voir si vous avez compris. On dit que tous ces éléments-là sont des SGBD, Twitter, Word, c'est faux. MySQL, Base, Firefox. Théo. C'est faux. Oui, vas-y. Oui, Twitter, est-ce que c'est un SGBD? Twitter, c'est pas... Non, non. Exactement. Twitter n'est pas un SGBD, c'est une plateforme. Derrière, maintenant, ils ont des bases de données qui stockent les données. Mais Twitter, c'est un système d'information. Il y a des applications, des plateformes, des serveurs, et c'est tout un ensemble d'éléments. OK? Le Word, est-ce que c'est une base de données? Un volontaire? Word, non, Word, ce n'est pas une base de données. Effectivement, Word, c'est un logiciel de traitement de texte. De texte, oui. Des documents, des rapports, tout ça. C'est un outil de traitement de texte. OK? Oracle? Est-ce que c'est un SGBD? Oui. Oui, comme on l'a vu sur le cours. Oracle, c'est un SGBD. MySQL? Oui. MySQL, oui. Base? Base, oui. non. Si, oui. C'est un SGBD qui s'appelle base, des bases. Des bases. Firefox? Non. Firefox, non, non. Non, Firefox, c'est un moteur de navigateur. recherche. C'est-à-dire, un navigateur, c'est un outil qui te permet de lire les plateformes web. Parce que toutes les applications ne sont pas web. Il y a des applications mobiles
il y a des applications desktop et il y a des applications web. Maintenant, pour lire une application web, il faut obligatoirement un navigateur comme Firefox, comme Google Chrome, tout ça. Ça aussi, c'est bon de le comprendre. OK, on continue maintenant. Que signifie SGBDR? Est-ce que c'est système de gestion de bande dessinée révolutionnaire ou système de gestion de base de données relationnelle ou système de gestion de bilan décisionnel de rentabilité ou système de gestion de bricolage divers relatifs? Est-ce que c'est le A, B, le C ou le D? Un volontaire? Le B. Effectivement, c'est le B. Donc, c'est le cas où la base de données est composée de tables. Table, ça veut dire relation. C'est ça, SGBDR. OK, le 5. Parmi ces différentes fonctionnalités, une seule n'est pas du système des systèmes de gestion de base de données relationnelles. C'est laquelle? Ça, dans un SGBD, comme MySQL ou Oracle, quelle est l'activité qu'on ne peut pas faire? L'ajout de données, prévision de données, recherche de données, mise à jour de données. La prévision. La prévision. C'est ça, c'est le B. On peut utiliser les bases de données, passer par les statistiques, ou l'économétrie, ou la science des données, ou le data mining pour faire de la prévision, mais la base de données, le SGBD en tant que tel, ne te permet pas de faire la prévision. Ça te permet de gérer les données, d'ajouter des données, de rechercher des données, de mettre à jour, de créer les tables, mais ce n'est pas fait pour la prévision. Maintenant, si tu veux faire la prévision, tu peux utiliser les bases de données. Mais le SGBD en tant que tel ne te permet pas de faire directement la prévision. 6. Les données saisies dans une base de données sont toujours stockées dans une table. Oui? Non. Attention. Non. Non. Là, vous dites que dans une base de données, il y a toujours des tables. On a des tables. Toujours. Non, tout dépend du modèle MCD. Hein? Tout dépend du modèle. Si c'est le modèle relationnel, oui, les données sont stockées dans des tables. Mais si c'est le modèle semi-structuré, les données ne sont pas stockées dans les tables, mais dans des fichiers XML. Si c'est une base de données multidimensionnelle, les données sont stockées dans des cubes, comme on l'a vu ici. Donc, je vous montre. Ça, il faut le comprendre. Hein? Les données ne sont pas toujours stockées dans des tables. Si c'est une base de données multidimensionnelle, il n'y a même pas de table dans la base, il n'y a que des cubes. Donc, les données sont stockées dans des cubes. Si c'est le modèle objet, les données sont stockées dans des fichiers XML ici. Dans des fichiers XML ici, comme ici. Maintenant, si c'est une base de données relationnelle, là, les données sont stockées dans les tables, comme ici. Si c'est une base de données réseau, les données sont stockées dans des nœuds. Vous voyez? Donc, ça, c'est des questions pièges qu'on pose souvent dans les certifications pour éliminer les gens. Cette théorie-là, vraiment, il faut le comprendre. Donc, je vous invite à réviser le TD. J'espère que vous avez suivi les réponses. On vous donnera d'autres questions-réponses corrigées aussi, pour vraiment maîtriser le fondement sur la théorie des bases de données. Maintenant, avant de clôturer, on parcourt rapidement aussi le cours 2, qui est toujours disponible sur le net aussi. Mais c'est ce qu'on a vu hier. Donc, avant de commencer le cours 2, je vous montre le TP2 aussi, qu'on vous a envoyé. Donc là, on vous parle déjà de quelques SGBD. Et comment les installer? C'est très simple. On va commencer par Access. Donc là j'anticipe rapidement pour vous permettre de voir. Mais c'est quelque chose que vous devez faire à la maison. On va le corriger après. Pour avoir Access, c'est quelque chose qui est propriétaire. Ce n'est pas gratuit. Il faut installer Office. Et quand vous installez la suite Office, vous tapez Access, comme ça. Là, pour créer une base de données, c'est comme un fichier Excel. On double-clique et on a notre base de données. Pour créer une table, on vient la créer. On clique dans table. Là, créer une table. Et pour modifier les colonnes de la table, on fait clic droit, mode création. Bon, mais j'y reviendrai. On y reviendra après. C'est juste pour vous montrer. Bon. Ou bien on déroule le cours 2, mais je voulais vous montrer comment on l'installe. Pour installer MySQL, vous téléchargez un logiciel qui s'appelle WAMP, ou un autre qui s'appelle XAMPP, ou un autre qui s'appelle EasyPHP, ou un autre qui s'appelle MySQL. Mais moi, je vous recommande WAMP. Maintenant, comment on installe MySQL? On va faire suivant jusqu'à là. Et puis, c'est installé. Maintenant, si vous voulez installer SQLite, le SGBD SQLite, il vous faut soit Google Chrome, et vous venez dans Extension ici, dans les 3 points là. Vous cliquez dans Extension, c'est où encore les extensions ici. C'est l'icône là. Cliquez et vous activez l'extension. Donc,
ou bien vous téléchargez un logiciel qui s'appelle DB Browser. DB Browser, vous l'installez, ou bien vous installez un logiciel qui s'appelle SQLite Management Studio. Il y a beaucoup de logiciels, mais si vous cliquez sur le lien que je vous ai donné là, il vous montre comment l'installer. Donc là aussi, vous pouvez, je pense qu'il y a le DB Browser, ou bien vous téléchargez un de ces logiciels-là. Voilà. Excusez-moi, est-ce qu'on doit, pardon, excusez-moi de vous couper, mais est-ce qu'on va travailler sur les trois en même temps ou Oui, on va travailler sur les trois. Vous allez voir vous-même que c'est vite fait, mais on commence par Access. Ensuite, SQLite, ensuite MySQL. D'accord. Maintenant, pour SQLite, vous pouvez répéter par rapport à l'extension. Si vous ouvrez ce lien-là, vous pouvez installer plusieurs extensions. Si vous voulez aussi, vous prenez le... Attends, je vous montre. Est-ce que j'ai... Comment il s'appelle là? C'est Firefox. Je pense que je n'ai pas Firefox. Mais c'est dans les extensions. Normalement, dans Google Chrome, si vous venez dans Extensions, ici, je vais gérer les extensions. Vous pouvez installer une extension qui s'appelle DB Browser. Ou bien vous tapez SQLite. Non, je pense que c'est plus simple avec Firefox. Mais ce n'est pas grave. On va le faire en TP avant de nous quitter. Donc, laissez-moi quelques minutes. On revient. Je continue le cours. Après, on va faire ce TP-là ensemble pour que vous puissiez créer les premières tables. Dans chacune de ces bases de données, vous allez installer les tables. Donc, en attendant, allons-y télécharger l'outil-là. Ça s'appelle WAMP. Vous tapez WAMP tout court et vous le téléchargez. Maintenant, tout dépend de votre machine. Si vous avez 64 bits, il faut installer le WAMP 64, il est là. Si vous avez 32 bits, il faut installer le WAMP 32. Comment savoir si vous êtes 32 ou 64? Cliquez sur Démarrer. Vous allez normalement dans Poste de travail. Poste de travail. Ou bien vous ouvrez n'importe quel dossier. À partir de là, je vous montre n'importe quel dossier. Vous cliquez là à gauche sur là où c'est écrit ce PC. Vous faites clic droit, propriété. Vous voyez là, moi j'ai X64. C'est une possibilité. J'ai 64 bits, donc j'installe WAMP 64 bits. Autre chose que je peux faire, c'est d'appuyer en même temps sur la touche Démarrer R. Il me sort ça. Et je tape CMD. Comme ça. Non, du moins. Je peux faire l'invité de commande. Ça vient avec Démarrer R. Ou bien vous cliquez sur menu Démarrer et vous tapez CMD. Invité de commande, celle-là. Et vous tapez DXJAG. Ça va? Ça va, ça va. Nice. Donc, les deux sont pareils. Vous pouvez taper DXJAG ici, DXDIAG, comme ça. Il vous donne aussi le même écran pour vous dire si vous êtes 64 bits ou 32 bits. La même chose aussi, si je fais CMD, si je lance le CMD, je lance DXDIAG. Vous voyez là, il me sort ça, cet écran-là. Donc, regardez si vous êtes 64 ou 32 bits. Donc, téléchargez le WAMP et SQLite aussi. Il y a plusieurs manières de l'installer. Il y a SQLite Browser. SQLite Browser aussi. Ouais, SQLite Browser. Là, vous le téléchargez. On part dans Download. Et je lance ça. Pour les 32 bits et là pour les 64 bits. Le lien, il est là. SQLite Browser, je vous le donne aussi. Vous téléchargez le truc en attendant. Donc là, je peux modifier le TP2. Vous pouvez le télécharger depuis ici. Ou bien celle-là aussi. SQLite Browser. Là, c'est suivant jusqu'à la fin, tous les deux. Maintenant, on révise le cours 2.
le cours 2 qu'on a vu hier. C'est déjà disponible sur le net. Hein?